Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Bonjour Jeff. Salut. Alors, bien évidemment, il s'est passé beaucoup de choses depuis cette pause de 2 semaines, n'est-ce pas? Ben là, on est même à peut-être 3 semaines. Ouais. C'est ça. Un 3-4. Effectivement, là, ça a commencé par une fermeture des cinémas. À nouveau. À Donc, les nouveau. cinémas fermés. On était tous prêts à voir The Matrix, tout excités. Et voilà. Et voir, entre autres, plein d'autres bons films qui devaient prendre l'affiche. Mais on s'est dit quand même qu'on va garder le balado. On va quand même maintenir ce rendez-vous-là hebdomadaire parce qu'on s'est dit, il y a quand même des choses à dire. L'actualité cinématographique tourne toujours quand même. Et puis, à travers ça, on fera quelques épisodes thématiques aussi. Donc, on vous invite à nous suivre dans les prochaines semaines en attendant la réouverture des cinémas. Exactement. Et puis, évidemment, on ne peut pas passer le nombre de décès de personnalités marquantes du monde du cinéma. Évidemment, une très proche de chez nous. Évidemment, Jean-Marc Vallée, décédé le 25 décembre à 58 ans. Ouais, ça a surpris tout le monde, d'autant plus que Jean-Marc Vallée au Québec est connu beaucoup pour avoir fait Crazy en 2005. Puis, tu sais, un des thèmes forts du film, c'est que le personnage de Marc-André Grondin est né le 25 décembre, Ouais. Puis ça revient, je pense, à plusieurs reprises dans le film. Fait que c'est un peu... Plus surréaliste. ouais, mais un peu creepant, étrange, que lui décède aussi un 25 décembre. Fait que, ouais, ça a choqué tout le monde du cinéma, là. Tous les gens qui ont travaillé avec lui, ça tweetait beaucoup, ça écrivait en réaction que... non seulement qu'il a fait des excellents films, mais que c'est aussi une très bonne personne, puis même très respecté. En voyant passer la nouvelle, moi, j'ai comme croyais pas au début. Je me disais, écoute, ça doit être une erreur. Je veux dire, ça arrive comme paf, tellement de nulle part. Mais écoute, quand le corps lâche, on ne peut rien faire malgré son jeune âge. C'est juste évidemment triste parce qu'il y avait encore plusieurs années devant lui, plusieurs bons films, je pense, à nous livrer, dont l'œuvre de sa vie sur laquelle il travaillait, évidemment, un film sur John Lennon et Yoko Ono, qui faisait plusieurs années qu'il travaillait sur le scénario. Je pense devait aller en tournage, c'était pas cette année, mais il me semble, en tout cas. Donc, je ne sais pas si un autre réalisateur va prendre le projet en main, mais vraiment une grosse perte pour le cinéma québécois, mais on peut dire international maintenant. Ouais. Ouais, absolument. Autre réalisateur aussi, peut-être moins connu, par les plus jeunes. Moi, je dois dire que c'est pas un réalisateur que j'ai vu énormément de ses films, mais il a été quand même une figure marquante dans le cinéma des années 70. C'est Peter Bogdanovich, qui est décédé à 82 ans. Je sais pas si tu as déjà vu de ses films, Jeff. Non, mais là, c'est comme tu sais, suite à l'annonce de son décès, là, le 6 janvier dernier, là, j'ai vu beaucoup de publications relatant ses meilleurs films, c'est ce qu'il a fait connaître, des choses comme ça. Fait que ça pique ma curiosité assez pour... le suivre. Je dois dire que moi, je l'ai découvert dans How I Met Your Mother, tout simplement. Là, il y a un épisode où il est là en tant que lui-même. Puis, c'est comme, en tout cas, Ted se retrouve dans un party de gens très huppés de New York, un peu nerdish. Puis lui, là, il parle de cinéma et tout, super verbeux dans sa manière de parler, alors que l'autre personnage est comme « Ah, moi, j'aime bien les films d'action. » Puis il fait remarquer, il dit « Vous remarquez que Willem Dafoe, c'est comme... » Comment il dit ça? Donc, comme une corneille qui parle à un corbeau, là. Parce que c'est comme Willem Dafoe! Willem Dafoe! Puis là, il y a Peter Bogdanovich à la fin dans l'ascenseur qui se dit ça puis qui rit, là, comme... J'avais complètement oublié cet épisode-là de la série, mais voilà. C'est effectivement très drôle. Là, fait que j'ai su après, je savais que c'était un critique, mais tu vois, je savais même pas qu'il avait réalisé des films et... Oui, c'est ça. Voilà. C'est surtout son film The Last Picture Show de 1971 que j'ai vu des petits extraits, mais je n'ai jamais écouté au complet. Qui avait eu plein de nominations aux Oscars. Donc, il l'a vraiment mis sur la carte, comme on dit. Et il avait suivi ça avec Paper Moon en 1973 avec Ryan O'Neal et sa fille, sa jeune fille Tatum O'Neal, qui avait une nomination aussi aux Oscars. Je pense que c'était la plus jeune à ce moment-là. Avoir récolté une nomination. Moi, j'ai découvert avec un film dont je ne me rappelais pas que c'était lui qui avait réalisé, c'est Mask en 1985 avec Eric Stoltz et Cher. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Ça, c'est le jeune enfant avec un visage super déformé. Plus ado. Ouais, okay. Ouais, tout à fait. Okay, j'ai vu des images de ça, mais j'ai jamais vu le film, non.
Fait que moi, j'ai vu ça à l'époque il y a très longtemps. Donc, fait qu'en fouillant un petit peu, j'avais dit, c'est lui qui. Je pense que ça a été son dernier succès d'ailleurs. Parce que vraiment, après ça, ça a été assez la misère. Bien qu'il s'est recyclé, tu l'as dit, un peu comme comédien parce qu'il jouait dans la série de Sopranos. Oui, c'est vrai. Et il jouait un psy. Donc, Peter Bogdanovich. Iconique avec son petit foulard aussi. Ouais, il était très dandy, évidemment. Ouais, j'ai su aussi assez tumultueux. Il y a eu plusieurs femmes tout au long de sa vie, puis il y en a une qui a été assassinée par son ex. Oui, tout à fait. Et je pense un peu ça que ça l'a beaucoup marqué, parce qu'évidemment, sa carrière a été plus difficile à partir de ce moment-là. Il y a eu aussi une longue liaison avec Sybil Shepherd, qui était justement sa muse du film de Last Picture Show, qui amenait à son divorce à ce moment-là. Donc, Sybil Shepherd, qui était quand même début vingtaine. Un autre grand monument du cinéma, un acteur cette fois-ci, Sidney Poitier aussi, quand même 94 ans. C'est assez remarquable. Décédé le même jour, le 6 janvier. Donc, fait d'armes pour Sidney Poitier, bien évidemment, c'est le premier acteur noir à avoir remporté un Oscar, celui du meilleur acteur en 1963 pour Lilies of the Field. Donc, je ne sais pas si c'est un acteur, tu as vu quelques-uns de ses films? Non, vraiment pas. C'est quand même une des failles de ma filmographie, pas filmographie, mais ma cinéphilie, si on veut. Là. Tous les films avant les années 80, là, je n'ai pas vu tant que ça. Fait que lui qui a œuvré plus, c'est ça, en 60, 70, dont j'ai vraiment rien vu. Ouais, à un moment donné, il a comme pris une certaine distance. Dans les années 80, il a pratiquement pas tourné. Puis je pense qu'un de ses derniers films, c'était Sneakers en 92 avec Robert Redford. Qui est un bon petit film d'espionnage. Ouais, j'ai vu le dernier, c'était comme Le Chacal. Là. Ouais. Mais ça, c'était un plus petit rôle, puis c'était pas un très bon film, de toute façon. Effectivement, Sneakers, c'était bien. Moi, j'avais découvert dans Shoot to Kill, un film de 1986 ou 7 ou 8, là, en tout cas dans ces eaux-là, deuxième partie des années 80. Super bon film policier avec Tom Berenger aussi, qui se passait dans les montagnes, dans les Rocheuses, où c'est un policier qui cherche à trouver un criminel, là, un bandit qui s'est infiltré dans une petite gang de randonneurs. Tout ça, là, c'est vraiment un bon petit thriller qui vaut vraiment la peine, Shoot to Kill. Évidemment, Sidney Poitier, c'est sa trilogie de films qui, curieusement, sont sortis la même année, en 1967. Okay. Grosse année. Guess Who's Coming to Dinner, qui est une comédie dramatique, évidemment, un des grands classiques d'Hollywood, où il joue le chum, en fait, le fiancé d'une blanche qui l'invite à rencontrer ses parents. Joué par Spencer Tracy et Katharine Hepburn dans leur dernier rôle un peu. Donc, évidemment, ils ont rempli de plein de préjugés alors d'accueillir un noir chez eux, évidemment. To Sir With Love, qui était un drame où il joue quelqu'un qui doit enseigner une classe là, de défavorisés, donc un espèce de Dangerous Minds pour l'époque. Et surtout In the Heat of the Night, un très bon film policier avec Rod Steiger, réalisé par le Canadien Norman Jewison. Donc, grosse année, je pense que c'est ces trois films les plus populaires, les mieux cotés aussi. Et il a aussi réalisé un film Stir Crazy en 1980, qui est une des grosses comédies des années 80 avec Richard Pryor et Gene Wilder. Okay. Mais donc quand même assez polyvalent comme monsieur, évidemment un grand activiste aussi, il militait beaucoup pour les droits civiques et tout ça. Oui, originaire des Bahamas. Oui, c'est ça, c'est assez curieux, qui est né en Floride lorsque ses parents visitaient la Floride. Okay. Alors c'est pour ça qu'il avait une citoyenneté américaine, mais oui, évidemment, il a grandi aux Bahamas et déménagé aux États-Unis à 15 ou 16 ans. Alors c'est assez intéressant, donc un des grandes figures de l'ère de l'âge d'or d'Hollywood, si on peut ainsi dire. Oui, c'est ça. Puis ça fait suite à quand tu as énuméré sa filmographie, tu as listé que justement, j'ai entendu dire que c'est aussi un des premiers, oui, à avoir remporté un Oscar, mais dans le fond, à jouer des rôles qui n'étaient pas attribués juste à des token black, comme on appelle. Là, juste comme, c'est le noir de service pour dire qu'on est fin. Mais non, il y avait des rôles principaux qui aurait pu être joué par un blanc. Ouais, c'est ça. C'était pas du tout cliché, ouais. Puis ce qui est fascinant, c'est que c'est un combat qu'on mène encore, là, maintenant plus peut-être pour d'autres diversités comme des Arabes, puis des musulmans et autres, de dire, ben non, ils peuvent avoir des rôles principaux parce qu'ils sont
ils vivent ici, ils vivent, Ben, on vit tous ensemble, c'est ce qui est hallucinant parce que ça fait juste 50 ans. Là. C'est pas si loin que ça derrière quand même. Ah, absolument. Quand on met ça dans une perspective historique, là, c'est incroyable. Passer à un autre sujet, c'était les Golden Globes dimanche dernier, sans trompette ni fanfare, parce que, écoute, évidemment, on avait parlé abondamment cet automne, ça n'était pas diffusé à la télévision, faute d'avoir un En diffuseur. parlant de diversité, justement. Oui, effectivement. Donc, ça a été boycotté par tout le monde à Hollywood. Alors, je pense qu'ils ont juste émis... ils ont quand même une cérémonie entre eux, apparemment, mais ils ont juste émis un communiqué laconique pour annoncer les gagnants. Est-ce que tu as ça sous la main? Non, pas du tout. Je vais y aller. Quand même, je vais faire le tour rapidement des grands gagnants, parce qu'évidemment, ça met toujours la table pour les Oscars qui s'en viennent prochainement, au mois de mars. Ouais, début mars. Ouais. Donc, écoute, je pense que 2 grands gagnants de la soirée, ça risque d'être un choc entre ces 2 films-là. The Power of the Dog, donc qui a gagné meilleur film dramatique. Réalisatrice pour Jane Campion. Et acteur de soutien pour Cody Smith-McPhee, donc un gros buzz pour ce jeune comédien-là. A souligné quand même que c'est coproduit par Roger Frappier, donc un Québécois. Alors, quand même un peu de nous dans ce film-là. Côté comédie musicale, c'est West Side Story, évidemment, qui a remporté les grands honneurs. Rachel Zegler, meilleure actrice. Ariane DeBose, actrice de soutien. Nicole Kidman, meilleure actrice pour Being the Ricardos, où elle interprète Lucille Ball, évidemment, une des grandes comédiennes d'Hollywood, et Will Smith qui a remporté pour King Richard, côté drame, et Andrew Garfield, côté comédie, pour Tic Tic Boom. Donc, reste à savoir qui aura des nominations parmi eux aux Oscars. Oui, c'est ça. Comme on mentionnait aussi, c'est que là, toute la liste va réduire de moitié, parce qu'aux Oscars, ils n'utilisent pas le drame puis la comédie. Là. Ben déjà là, là, c'est les Screen Actors Guild Awards, alors pour la guilde des acteurs. Okay. Ouais. Donc, qui ont sorti leur nomination cette semaine. Donc, Kidman, Will Smith, Andrew Garfield sont tous nommés, mais pas Rachel Zegler. Alors, je pense qu'elle allait déjà tomber de côté. Cody Smith-McPhee également en nomination. Donc, ça va être à suivre. Mais en film étranger, écoute, il remporte à peu près tous les honneurs pour lesquels il est en nomination. C'est le film japonais Drive My Car. Ouais. Donc, je pense qu'il n'y aura pas grande surprise et peut-être même qu'il pourrait être un espèce de parasite se faufiler et être aussi nommé peut-être comme meilleur film. Ouais, c'est ça. Au Golden Globe, ils font pas ça, justement. Là. Les films d'animation puis les films étrangers, ils les laissent encore à part. Les Oscars, depuis quelques années, ils leur permettent, selon les votes, là, de pouvoir être en meilleur film. Parlant d'animation, Encanto de Disney a gagné le meilleur film. Pas une surprise, Disney gagne 9 fois sur 10. Ça devrait être encore le cas cette année. Souvent, Pixar gagne. Là, c'est juste Disney sans la bannière Pixar. Ouais, je sais pas. C'est peut-être aussi, comme on dit, les Golden Globes, c'est comme un genre de sondage. Là, ça nous dit qu'est-ce qui peut s'en venir. Peut-être que aux Oscars, on va être un peu plus audacieux avec des films comme Flea ou... ça m'échappe, là, mais d'autres films d'animation... Joseph peut-être sera en nomination. Ouais, je sais pas si ça va avoir les reins solides, vu que c'est pas une production américaine, fait que ça coûte cher à être représenté aux Oscars. Il y en a toujours un qui mettent quand même. Tu as comme 4 gros films américains d'animation. Puis un plus artsy, pour se donner bonne conscience. Sans grande surprise, musique, Hans Zimmer avec Dune. Je pense que ça devrait être le cas aussi. Et meilleure chanson, No Time to Die, donc de Billie Eilish pour le James Bond. Encore là, pas grande surprise. C'est vraiment une des très, très bonnes chansons des James Bond. Et le grand perdant de la soirée, en terminant, c'est Belfast qui avait 7 nominations et Kenneth Branagh a seulement remporté celui du scénario. Donc, ça augure pas bien pour ce qui va aider, puis comme on mentionnait aussi, Dune n'a aucun prix, mais... il n'y a pas de catégorie technique au Golden Globe. Exact. Donc, puis même chose pour Belfast. Chaque fois que tu as un film de reconstitution puis d'époque, ça va être les costumes, la direction ça t'aide, exactement. Des films comme même Cruella, qui est peut-être pas des plus notables de l'année, mais c'est sûr qu'au niveau du artistique, de la direction des costumes puis tout, ça se peut que ce film-là remporte parce que c'était, en tout cas, une des choses très bonnes de ce film-là. Oui, tout à fait. Donc, à suivre. Alors, pour les Golden Globes, dis-je, c'était dimanche dernier. Il va y avoir les BAFTA, les British Academy...
BAFTA Awards, un peu les Oscars britanniques qui s'en viennent prochainement. Et ça, généralement, c'est la deuxième cérémonie là, qui donne vraiment de bonnes idées là, pour les pronostics des Oscars habituellement. Donc, ça va être à suivre. 2 bandes annonces qui retiennent notre attention cette semaine, en espérant qu'on va peut-être les avoir ici si les cinémas finissent par réouvrir. Premier, écoute, moi, je n'étais pas au courant de ce projet-là, mais j'ai adoré la bande-annonce. C'est Studio 666. Ouais, j'avais vu passer le teaser il y a quelques mois, puis là, la bande-annonce est sortie cette semaine. C'est une comédie d'horreur écrite par Dave Grohl et donc mettant en scène les Foo Fighters, là, le band de rock populaire à l'international. Fait que... Déjà là, c'est assez original comme prémisse. C'est ça. Mais je pense que c'est comme... ça se veut quand même un fan service, mais c'est un band qui est planétaire puis qui joue dans des colisées puis tout. Fait que l'idée est intéressante, là, je trouve. Je trouve, par exemple, la bande-annonce montre beaucoup de tous les tournants que l'histoire pourrait prendre au fil du film. Là. Fait que si l'idée de base vous intéresse, je vous dirais, gardez-vous quelques surprises. Ça sort le 25 février. Écoute, on espère qu'on se rouvre d'ici là. Si on ouvre un peu par après, le film devrait venir. Au début, j'avais peur aussi qu'on ait de la difficulté à l'avoir, mais il y a un distributeur québécois qui a acheté les droits pour le Canada. Alors, ça va être sûrement plus facilement accessible à ce moment-là. Dès que ce sera possible. Là. J'imagine, comme plusieurs des films que tu parlais de Drive My Car, il sait qu'il était prévu peut-être début janvier, ben c'est probablement que les distributeurs retiennent le film, puis dès que les cinémas vont ouvrir, on va avoir un peu comme la dernière fois, là, plein de films rapidement à essayer d'écouter, puis c'est un casse-tête pour tout le monde finalement, là, d'essayer de replanifier avec une date inconnue. Là. Fait que, bref, c'est le genre de film que... Ils vont s'arranger pour qu'on l'ait accessible, j'imagine. En lisant un peu sur le projet, en fait, j'ai vu que c'est inspiré d'une histoire vraie, on s'entend. Mais ils ont réellement enregistré leur dernier album dans cette maison-là. OK. Et Grohl et l'équipe avaient vraiment l'impression que la maison était hantée. Ah, fait que c'est ça l'idée. Fait que c'est devenu, c'est comme un peu un inside gang entre eux. Et puis, finalement, Grohl a décidé, hey, il faut faire un film. Moi, je vais écrire de quoi là-dessus. Parce que, bon, il disait que leurs instruments étaient toujours désaccordés. Puis, des fois, il y a des pistes de son qui enregistraient disparaissaient. Puis, finalement, il y avait comme des trucs statiques qui apparaissaient. Fait que, bon, on s'entend. Parce que, oui, c'est ça la prémisse de l'histoire. Finalement, c'est le band, parce qu'ils jouent eux-mêmes. Le band va enregistrer leur 10e album. Puis là... il se passe des affaires étranges dans la maison. C'est ça, un peu à la manière d'Evil Dead. Finalement, il y a une pièce cachée avec toutes sortes de trucs un genre de livre des morts. Oui, évidemment. Et Grohl devient possédé et commence à s'en prendre à ses collègues. Donc, moi, c'est le genre de film, je pense, qui pourrait être très divertissant et qui risque de devenir un film culte, peu importe son succès au box-office. Je pense que ça pourrait absolument. Ça me rappelle, je les ai pas vus, mais les Beatles faisaient ça pas mal. Ça se peut-tu, là, d'avoir des films qui les mettaient eux-mêmes en scène? Tout à fait. Ils en ont fait quelques-uns au tournant des années 60, au sommet de leur popularité. Il y a eu les Spice Girls à la fin des années 90. Ça, je l'ai connu. Autre film qui pique vraiment ma curiosité, c'est un cinéaste dont j'ai pas vu ses premiers films, Ty West, qui sort un film qui s'intitule X par les studios A24. Fait que déjà là, je vais aller le voir. C'est certain. Écoute, de ce qu'on peut voir de la bande-annonce, c'est un mix entre The Texas Chainsaw Massacre et Boogie Nights. On peut le décrire comme ça. Donc, c'est une petite équipe qui vont tourner un film porno dans un ranch en campagne où les propriétaires semblent un peu étranges. Donc, moi, j'ai vraiment aimé la vibe de la bande-annonce. Moi, c'est un film que je veux voir. Oui, puis c'est une bonne bande-annonce qui en dit pas trop. C'est sûr qu'elle montre des scènes, mais c'est très cryptique sur l'histoire et qu'est-ce qui se passe. Tu comprends que probablement, comme il dit, les acteurs demandent est-ce qu'ils savent qu'on tourne un film porno? Puis il dit c'est plus facile de pas le dire puis s'excuser s'ils s'en rendent compte que d'essayer d'avoir la permission, mettons. Fait que tu comprends que même eux, ce qu'ils font... ça va peut-être mal passer auprès des vieux propriétaires un peu étranges, mettons. On a l'impression qu'on se trouve au Texas, ou en tout cas dans un État du Sud un peu très puritain, très républicain, conservateur. Et eux, ils arrivent avec
cette idée-là. Avec leurs mœurs. Ouais, c'est ça. Les libertins. Donc, X, 18 mars. Je pense que ça pourrait être un je film sais pas assez encore intéressant. s'il est acquis, mais d'habitude, justement, à 24, la réputation est faite. Là, fait que souvent, c'est pas très long que les films trouvent distributeur ici, puis que ça s'ajoute sur nos écrans. Alors, faute de nouveautés qui prennent l'affiche cette semaine au cinéma, on a décidé de parler de 2021, de faire un retour en arrière. C'est quelque chose qu'on aurait fait quand même. Oui, mais, oui, certainement. Alors, on va y aller de nos coups de cœur, de nos déceptions. Alors, comment veux-tu procéder? Ouais. Écoute, on peut descendre chacun notre numéro 5, 4, 3, puis si un film se recoupe, on peut dire qu'on l'a plus tard dans notre liste. Parfait. On rappelle aussi que nous, on est un podcast de cinéma et du grand écran, fait que même comme par exemple Power of the Dog que tu as mentionné, c'est des films de plateforme, on les a pas vraiment accès, fait que nous, on les exclut de nos listes. Là. On parle vraiment du grand écran et le bonheur de voir ces films-là, et plus récemment en compagnie de plusieurs personnes. Et, bref, selon l'année, là, des fois on était 4 dans la salle, puis des fois on était 100. Écoute, je peux commencer justement en parlant d'être nombreux dans la salle. Là. Mon numéro 5, c'est une question d'événement puis de feeling. C'était comme un party, puis tout le monde était invité. Puis c'est le dernier Spider-Man, No Way Home. Je me souviens, là, c'était un des films. Des fois aussi, on voit les films en visionnement de presse. Là, puis c'est pas très excitant, 3-4 journalistes dans une salle. Là, mais là, on était... C'était le jeudi soir qui a ouvert avec le public et tout. Puis il y avait une fébrilité vraiment dans fun. la Ouais, salle. c'est ça. Ouais. J'ai hâte de puis évidemment, on va pas trop le divulgacher parce qu'aux États-Unis, il a continué à rouler, mais ici, il a même pas fait une semaine, puis on peut plus le voir. Fait que c'est sûr que ça va revenir à l'affiche là, quand ça va revenir, puis on vous encourage. Mais tu sais, il y a plusieurs moments clés où comme un film de super-héros, puis je les vois pas mal tous, mais il y en a que c'est comme une série télé. Là. Je vais écouter l'épisode suivant, puis j'ai tout le temps un bon moment, mais celui-là, il y a vraiment quelque chose qui m'a piqué, là, comme j'ai vraiment eu du plaisir comme à l'écouter, puis je sais pas, je me sentais interpellé par tout ce qui se passait. Par contre, je serais curieux de le revoir si à une deuxième ou troisième écoute, une fois l'aspect des surprises enlevé, est-ce que je vais l'apprécier autant ou là, je vais le trouver semblable aux autres films? C'est ce test-là que j'ai pas eu le temps de faire, malheureusement. Et c'est certain qu'on l'aurait fait parce que moi, je serais allé le revoir dans les jours qui toi, t'es suivaient. un bon assidu. Les films que t'aimes, tu vas les voir 2-3 fois. Là, moi, j'aime ça. Surtout ce genre de film-là. Tu sais, c'est... Quand la salle embarque, ça ajoute une couche de plaisir incroyable. Et moi, je pense que je l'avais pas vécu depuis peut-être le dernier Avengers Endgame, de voir une salle autant réagir, applaudir, crier... donc c'était magique. Et c'est pour ça qu'on va au cinéma, pour vivre ensemble quelque chose. J'imagine qu'il va être ailleurs dans ton top, là, je le sais pas. Je vais dire tout de suite, je vais le mettre. Moi, il était en 3e place. OK. Mais ton numéro 5, Patrick. Moi, ça a été un film étranger. Je dois dire que ça a été un peu difficile parce que ça n'a pas été une grande année dans l'ensemble pour moi. J'ai apprécié beaucoup de films, mais j'ai pas capoté ma vie sur plein de films. Donc, j'ai mis Alcotest, qui est un film qui avait remporté l'Oscar. Il avait-tu remporté? Il me semble qu'il y a l'Oscar du meilleur film étranger. C'est ça. C'est après Parasite. Donc oui, c'est ça. Qui met en vedette Mads Mikkelsen, un prof qui, pour retrouver un peu la passion de l'enseignement, il est un peu blasé. Donc lui et ses collègues vont se mettre à enseigner sous, donc à boire avant d'aller juste un travailler. petit peu comme micro-dosé. White feeling, c'est ça. Donc je trouvais l'idée, le scénario, l'histoire vraiment originale. Les comédiens sont vraiment tous très bons. Puis c'est intéressant de voir un film danois. C'est pas un pays que je vois tant de films que ça. Donc j'ai trouvé ça très sympathique, bien joué. Donc moi, c'est mon top, pas mon top 5, mais mon 5. Je suis vraiment content que tu sois là parce que moi, toute la semaine, là, je rejouais, là, mettons, mes 7. Là, il y en a qui sortaient du top 5 et tout. Puis finalement, il a pas fait la cote, mais je l'ai vraiment aimé. C'est peut-être aussi le facteur que... j'ai vu ce film-là au mois de mars à peu près, quand les cinémas avaient réouvert. Fait que il y en a quelques-uns comme ça. Là, j'ai peut-être des mentions après que c'est des films que peut-être que si je le revoyais récemment, ils seraient dans le top 5. Mais finalement, c'est ce qui arrive aussi dans les Oscars. Là. C'est pour ça que tous les gros films sortent juste avant. Là, ça limite au temps des fêtes pour que les votants les aient en tête. Puis on est victimes, nous autres aussi. Là.
En fait, justement, pour finir avec Alcotest, là, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup le cinéma international, et français et québécois, mais je trouvais justement que mon top 5 est assez américain, puis je me sentais mal par rapport à ça parce que ça reflète pas ce que j'écoute. C'est sûr que peut-être la moitié des films que je vois sont américains, là, mais les autres seraient comme pas mal tous dans le top 10, mais pas dans le 5. Là. C'est un peu ça. Fait qu'ils sont plus dans mes mentions honorables. En numéro 4, justement, je crois que c'est lui qui va passer la gratte aux Oscars. Okay. Et malheureusement, je crois que les gens ont boudé leur plaisir parce qu'il fait partie des comédies musicales qui n'ont pas frappé fort au box-office cette année. Et c'est West Side Story de Steven Spielberg. Que je sais même plus c'est son combienième film, là, une trentaine, quarantaine, je sais pas. Ouais. Il avait jamais fait de comédie musicale, puis on se demande pourquoi. Puis je pense que lui-même, je l'avais entendu en entrevue, puis il disait, je sais pas, ça n'a juste pas à donner, mais je pense que ça lui faisait peur un peu, mais c'est quelqu'un qui chorégraphie tellement ses affaires, puis qui storyboard, puis c'est vraiment un maître du gros cinéma d'ampleur, que ça n'a pas eu l'air compliqué à faire, ce film-là, tu sais. Puis, ouais, c'est ça. Cette année, c'est probablement l'année où j'ai vu le plus de comédies musicales, alors que c'est un genre que j'avais jamais porté attention et porté intérêt tant que ça. Puis là, ça me donne envie d'en écouter davantage, mais ce film-là était impeccable. Genre. Ouais, tout à fait. Écoute, puis s'attaquer à un aussi gros morceau, bien qu'à la réécoute aujourd'hui, j'ai pas trouvé nécessairement que le film original avait si bien vieilli que ça, mais ça demeure un des grands classiques d'Hollywood. Et d'en faire une version très classique. Donc, c'était quand même un pari audacieux. Pas tout à fait remporté parce que, évidemment, au guichet, ça a été un échec commercial. Là, on s'en cachera pas. Donc, est-ce que les gens n'étaient juste pas intéressés par la proposition? Je ne sais pas, mais reste qu'il a fait un film sublime. Écoute, les critiques sont unanimes. Moi aussi, je pense qu'il va récolter beaucoup de statuettes aux Oscars. Écoute, c'est un film qui est long, mais qui n'est pas lent. Très dynamique, très flamboyant et surtout très bien joué aussi. Écoute, Rachel Zegler, elle crève l'écran. Premier rôle au cinéma, peu importe devant la caméra, premier rôle professionnel. Une petite jeune de 18 ans. Donc, vraiment, West Side Story, je suis bien d'accord. Tu vois, moi, je l'ai mis deuxième dans ma liste. Je l'ai mis très, très haut. Mais oui, pour moi, ça a été... J'avais de grandes attentes et elles ont été vraiment comblées. On sort de là avec un sourire et le cœur romantique. Ouais, j'étais comme... c'est ça. Moi, j'étais vraiment déçu là, quand je suivais le box-office, là, les premières semaines. Là, c'était sorti 10 décembre, je pense. Puis là, j'étais comme, juste comme 5-6 millions. Puis j'étais comme, voyons, là, c'est Steven, là, let's go tout le monde, on va voir ça. Puis non, aux États-Unis, ça n'a pas levé. Puis tout le monde a attendu Spider-Man, finalement, pour aller au cinéma. Moi, en quatrième, j'ai mis un film québécois. J'ai mis Souterrain. Oh, yeah! Que j'ai vraiment, vraiment adoré. Encore là, un sujet original qu'on ne voit peu, tellement bien traité par la réalisatrice Sophie Dupuis. Oui, très bien joué encore une fois. Théodore Pellerin est incroyable dans ce film-là. Donc, d'excellents comédiens, une histoire, on ne sait pas trop où ça va mener au début, mais à la fin, tout est ramené ensemble. Là. C'est vraiment bien, bien écrit. Donc, rien d'autre à dire que j'ai embarqué complètement et j'ai trouvé que c'est un film d'une excellente qualité. Ben oui, puis, tu sais, elle aborde la masculinité toxique d'un certain aspect, mais sans que ça soit le thème principal du film. C'est plus pour juste dépeindre. C'est un peu ça qui se passe, là, comme un peu un vestiaire de chambre de hockey. Là, fait que le personnage principal, j'oublie le nom du comédien, justement, qui sont allés un peu plus en casting sauvage. Là. Il voulait vraiment la personne parfaite, puis il était conscient que c'était un comédien qui était très peu connu. Puis quand il est avec sa blonde, il est plus proche d'elle, il est plus serré, puis quand il est avec les autres, comme non, c'est un peu niaiseux, puis on parle pas de ça, puis tu sais qu'il veut pas parler de ses problèmes parce qu'il aurait l'air plus faible, des choses comme ça, puis c'est un vrai côté qui existe. Oui, tout à fait, oui. Ce film-là aussi dure, il me semble, moins de 2 heures, là, genre de 1h50, puis pourtant il se passe plein de choses, on présente plein de personnages, mais tout est tellement bien fait là, qu'il y a des leçons scénaristiques. On dirait que cette année, tous les films duraient 2h25 et plus, là, puis il y en a que c'était mérité, il y en a d'autres que peut-être moins.
qui aurait peut-être des leçons à, à apprendre là. Ben moi, il est au numéro 3. En fait, Ah, tu vois. Souterrain. Donc, ouais, moi, ce que j'ai aimé, c'est un film très nuancé. Puis, elle juge pas ses personnages, même ceux qui ont des défauts. Non, vraiment. Souterrain, si vous n'avez pas vu ça, écoutez-le. On vous le suggère fortement. Ben, comme c'est mon numéro 3, ben, je te renvoie tout de suite la balle pour ta 3e place. Ben, moi, c'était Spider-Man. OK. Alors, je te renvoie pour la 2. La 2e place, c'est, étonnamment, c'est pas un film de A24, mais c'est un film américain plus indépendant. Puis ça, c'est un style que j'aime beaucoup, là. Et peut-être parce que, comme plusieurs, le film n'était pas ce que je pensais qu'il serait. Mhm. Et c'est avec Nicolas Cage, le film Pig, OK. que ça a l'air, c'est un homme qui est ermite un peu, puis qui vit avec son cochon, qui l'aide à trouver des truffes, puis il revend des truffes quasiment qui troque contre des biens puis de l'épicerie à un jeune genre d'entrepreneur, dans le fond, qui revend dans le coin, je pense que c'est à Portland, qui revend les truffes, fait que lui, ça lui permet juste de vivre comme ça. Mais une nuit, des gens viennent chez eux, puis ils volent son cochon. Fait que là, tu dis, OK, ça va-tu être un genre de John Wick Ouais, avec Nick Cage, là, qui est unleash? Puis c'est pas du tout. Justement, c'est vraiment pas ça. Mais tu penses souvent que ça va devenir ça, mais ça l'est pas. OK. Le film est comme super empathique. Tu penses que ça va être un film chargé de violence, mais en fait, c'est un film qui est chargé d'amour. Fait que, ouais, c'est vraiment un excellent film. Peut-être aussi parce que, justement, la prémisse te laisse penser que ça va être différent, parce que vu que c'est Nicolas Cage, ça va dire que ça va être over the top, ridicule. Puis c'est probablement, j'ai jamais vu Living Las Vegas, mais c'est probablement dans ces grandes perfos comme ça. Je pense pas, par contre, vu que le film a pas un gros budget derrière puis des gros moyens, fait que ça se rend pas aux Oscars, malheureusement, ces films-là, pour ça. Ça peut se rendre aux Independent Spirit Awards, qui sont souvent le penchant à côté, qui se déroulent, je pense, la même fin de semaine que les Oscars. Souvent, c'est le samedi, puis les Oscars, c'est dimanche, puis c'est un peu un pied de nez, là, fait que tous les films plus indépendants, c'est là qui vont se faire remarquer. Et si tu l'as pas vu, là, je te le conseille. Non, je dois avouer, je confesse que je n'ai pas eu la chance de le voir encore, mais j'entends depuis plusieurs mois un gros buzz entourant ça, et tu me le confirmes donc que ça vaut vraiment la peine. Alors, je vais sûrement y jeter un coup d'œil. Ouais, c'est ça. Je veux pas le survendre à ce moment-là, là, surtout. Mais ouais, c'est ça, parce que la première fois, on était 2 dans la salle, puis à la fin, je connaissais pas personne, mais on s'est parlé, puis c'était comme, ouais, c'était pas ça que je pensais que ça serait, puis mais j'ai vraiment aimé ça. Voilà. Alors, Pig, première position. J'imagine qu'on va peut-être avoir le même. Ouais, là, je sens qu'on a la même. Est-ce que ça serait un cinéaste québécois qui a œuvré aux États-Unis? Ben oui. Alors... Ouais, ça s'est promené entre 2 puis 1 toute la semaine, mais j'ai fini par m'arrêter en repensant. C'est ça. Moi, c'est un film que j'ai vu 2 fois, puis j'étais supposé aller le voir une 3e fois avec un autre ami. Ben, c'est Dune, finalement. Bien d'accord. Même chose, je partage avec toi ce numéro 1 du palmarès. C'est un film que j'attendais. Je dois être honnête, si c'était pas Denis Villeneuve qui le faisait, je l'aurais pas attendu autant. Mettons que c'était le même résultat, je l'apprécierais autant, mais je n'aurais pas eu autant d'engouement à l'arrivée du film sur grand écran puis tout. Ça a vraiment aidé à mon buzz, disons, personnel, puis je pense au Québec en général. Fait que, mais moi, je trouvais ça parfait. J'ai pas lu le roman, on en a sûrement déjà parlé aussi dans l'épisode sur Dune, la semaine qui avait pris l'affiche. Puis moi, je trouve ça impeccable. Là. C'est de rendre quelque chose de super dense dans un film vraiment intéressant, d'avoir aussi une rasade d'acteurs comme ça. Ouais. Le film est encore mieux, sachant qu'il va pouvoir au moins réaliser la suite. Là. Je sais pas s'il va avoir le feu vert pour toutes les autres idées qu'il y a autour de la saga, là, mais que dans 2 ans, on aura une suite. Là. Ah oui, puis avec donc, la musique envoûtante d'Hans Zimmer, on était pratiquement à une cérémonie religieuse, à une messe. Non, c'est vraiment une expérience cinématographique incroyable. Un film vraiment conçu pour le grand écran, à voir sur le grand écran, avec des comédiens, tu l'as dit, formidables, un casting à point, des images incroyables, des trucages pour la plupart pratiques. Donc, ça se sent aussi. Des cadrages incroyables, donc vraiment une réussite à tout niveau. Et comme tu l'as dit, moi non plus, je n'ai jamais lu le roman, mais je sais que c'était très dense comme histoire, mais de rendre ça très accessible à tout le monde. Et le film est 2h30, 40, mais on aurait pris encore
la même chose. T'sais, on n'était pas tannés quand le film se Ouais, termine. c'est On ça. disait, on en veut plus, on en veut plus. Donc, ouais, Dune, vraiment, chapeau à Denis Villeneuve pour ce tour de force Surtout incroyable. que c'est aussi dans le pacing, comme la manière que c'est distribué, si on veut, là, Mhm. étalé. Le combat, comme à la fin, là, il n'y a plus de musique. Puis après ça, quand ils partent un peu comme vers les dunes et tout, là, la musique revient. Puis là, c'est comme si tu viens d'ouvrir une porte secrète, tu sais. Fait que c'est très bien fait, le sentiment de « Eh, mais là, arrêtez pas ça là, je veux le voir », tu sais. Fait que c'est un coup de maître, ça, de la manière de faire une suite, tu sais, alors que... Faut que je me souvienne, mais tu sais, mettons, il y a des Seigneurs des Anneaux, que c'était un petit peu plus doux, la séquence, mais on savait qu'il allait avoir une suite et tout. Peut-être que lui, il l'a ajouté aussi parce qu'il voulait... il voulait avoir le feu vert Ouais. avec, évidemment. Là. Puis, je crois quand même, là, à moins qu'il se casserait la gueule sur la suite, là, mais ça m'étonnerait beaucoup, là, que ça va être son film iconique. Là. Ouais. Parce qu'il Ouais, s'est ouais, fait je pense connaître que avec Prisoners, des films qui avaient eu un peu moins de budget. Ben, au Québec, c'est sûr qu'Incendie est très, très marquant. Là. Mhm. Mais à l'international, puis disons aux États-Unis, là, Arrival, c'est ce qu'il a fait avec peu de moyens, mais là, ce qu'il a fait avec beaucoup de moyens, puis comme tu dis, un livre iconique et je pense connu et tout. Ouais. Fait que je pense que ça va être... Il va pouvoir tout faire après ça. Ah, vraiment, oui. Écoute, il y a Hollywood à ses pieds. Et même si Blade Runner était très, très bon, c'est un univers qui est quand même plus hermétique. Même à l'époque, le premier avait été un échec commercial aussi. Donc, je pense que c'était peut-être utopique de penser qu'il pourrait faire un film qui connaîtrait un grand succès. Mais là, Dune, même si c'est plus dense comme univers, je pense qu'il a réussi à faire un film qui touche plus de gens. Ouais, absolument. Puis il y a eu quand même un... Je sais pas si ça sera un des exemples. Tu sais, souvent, les suites font moins d'argent que l'original parce qu'il y a tout le temps... Ben, pas que le premier volet, que le volet précédent, tu sais, parce qu'il y a toujours du monde qui décroche. Mais c'est pas la même chose faire un Spider-Man 2, mettons, que là, un film qui est vraiment à suivre. Puis j'ai l'impression que, tu sais, si le contexte, on espère, sera différent dans 2 ans, qu'il pourrait faire plus parce que il est pas rentré en Lyon, là, il a bien fait, mais c'est pas le film qui a tout arraché au box-office. Là. Il a fait correct, mais ça coûte cher des films de science-fiction de cette ampleur-là. Fait qu'on est content que Warner Brothers ait donné le feu vert pour la suite, mais il pourrait faire mieux finalement avec le deuxième volet, vu que le contexte devrait être plus facilitant. Puis le fait qu'ils l'ont sorti sur leur plateforme HBO fausse un peu les chiffres. Ouais. Donc, est-ce que là, ils vont vouloir le sortir exclusivement pour le cinéma? Ça va être à voir. Ah, ben j'espère. Ils vont sûrement trouver un moment. Il y a certains films que Warner, il me semble, n'avait pas sortis en même temps là, des derniers mois quand ça allait bien, là, justement, comme Micron resurface. Surface, en fait. Bref, il y a aussi que sûr que les cinémas vont reprogrammer le premier quelques semaines avant que le deuxième sorte. Là. Il y a de très bonnes chances. Ça va remonter un peu son box-office aussi et tout. Fait que globalement, je pense que ça va être... c'est sûr que ça va être un succès, cette histoire-là. Quelques mentions, peut-être? Ben oui, quand même, parce que c'est quand même pas toujours évident de faire un top 5 comme ça. Moi, je vais y aller avec ma première mention, si tu me le permets. Oui, vas-y. Moi, je vais aller avec Ghostbusters Afterlife, que je mets dans mes mentions. Un film que j'ai beaucoup apprécié, que j'avais un peu peur, parce que, évidemment, on ne voulait pas qu'il se casse la gueule. Cette suite-là à Ghostbusters était tellement attendue et souhaitée par les fans depuis tellement d'années. Mais j'ai vraiment aimé l'angle de l'histoire, que j'ai trouvé super intéressante, qui explique aussi en partie l'absence de Egon Spengler. Évidemment, le comédien Harold Ramis est décédé il y a quelques années. Réalisé par Jason Reitman, le fils d'Ivan Reitman, qui avait réalisé l'original. Donc, c'est vraiment... Ça ajoute aussi au film de voir le fils qui fait une lettre d'amour à son père, à l'univers de son père. Avec une sauce très Stranger Things, aussi très production Amblin des années 80, évidemment, les productions de Spielberg, on pense à Gremlins, Back to the Future, The Goonies et tout ça. Donc, dans le ton, dans l'humour, moi, j'ai embarqué 100% et ça a été une belle surprise que je souhaitais aimer et j'ai pas été déçu. Ouais, il fait partie de ceux que tu as vus 2-3 fois, je pense. Oui, je dois avouer. 3 fois, je pense. Moi, il y en a un... dans quel ordre? Dans les gros blockbusters, il y a James Bond, que je suis quand même un fan. Moi, j'ai connu étant jeune avec
Pierce Brosnan. J'en ai revu quelques-uns des vieux, mais pas tous. Fait que l'ère Daniel Craig, je l'ai vraiment suivi là, quand il est revenu en force avec Casino Royale et tout. Ouais. Fait que j'étais content qu'il y ait comme qu'il l'annonce comme le vrai dernier. Il y a eu le facteur pandémie qui l'a repoussé. Puis quand le film a pris l'affiche au début octobre, c'était comme le renouveau du cinéma. Là. Le cinéma allait bien. C'était comme alors qu'à l'habitude, la saison du blockbuster est l'été. Là. On a vu quand même des Fast and Furious, des trucs comme ça, mais ça avait levé pas tant que ça. Puis là, on dirait que ça lançait la période pré-Oscar et tout. J'ai vraiment eu du plaisir pendant le film. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de soins pour fermer l'arc narratif Daniel Craig, de ramener tous les personnages qui ont eu de l'influence au cours des 4 précédents volets. Je trouve par contre que l'histoire même du film, le développement du méchant, Safran, je me souviens plus. Là. Pas Safran, mais c'est parce que je me souviens que ça ressemble à Satan. Mais c'est pas ça. Ouais, le nom m'échappe. Safin, je pense. Safin, ça se peut, ouais. Entre... Rami Malek, finalement. Ouais, bref. Là, je trouvais que c'était un petit peu botché, là, si je peux me permettre. C'était un petit peu rapide. Il se passe beaucoup de choses. C'était un peu plus brouillon là-dessus. Fait que c'est pour ça que dans un top 10, il aurait été là, que c'est ça le principe de la mention, mettons, mais il n'a pas fait le 5. Mais j'ai vraiment eu un bon moment, puis je trouve que il y a eu des trucs audacieux dans le film, puis si vous avez aimé les autres, je vous invite à le voir, là, même si maintenant c'est sur le petit écran. Moi, je vais le mettre, il est comme à cheval entre mention et déception. Ouais, ben, j'avoue qu'au début, il était... c'est ça, je l'ai promené Moi aussi, comme toi, j'ai été bien diverti, j'ai trouvé, il y avait de très bonnes choses, la fin est hyper audacieuse. Comme toi, j'ai trouvé le méchant très faible. Et ultimement, pourquoi je me place un peu du côté de la déception, c'est qu'on sort pas du cliché de l'histoire de James Bond avec le méchant qui a toujours ses mêmes ambitions de détruire le monde. Et puis, James Bond, à la fin, doit aller dans son repère pour le détruire. Tout ça. Donc, j'ai été déçu qu'on n'a pas pu sortir de ça. Et c'est pour ça que Casino Royale demeure, je pense, pour moi, mon préféré, parce qu'on est ailleurs. Absolument. Moi, j'y crois tellement pas à la chimie entre Daniel Craig et Léa Seydoux, okay. Que je trouve que ça... Ouais. Dans Spectre, j'avais pas aimé ça, bien que j'aimais son personnage, mais je trouve que le courant passe entre les deux et ce n'était pas mieux, en tout cas j'ai trouvé, dans No Time to Die, même si visuellement c'est superbe, il y a de très bonnes scènes d'action et c'est de loin supérieur à Spectre, le film d'avant, mais pour le dernier Daniel Craig, j'aurais aimé qu'on donne un petit peu plus, que je fasse plus. Wow, oh my God! Mais bon. Mais tu le mets plus dans Déception, justement? Ben, vraiment les deux. Tu sais, okay. Ultimement, j'ai quand même bien aimé des choses. J'ai été diverti. Et c'est surtout meilleur que le dernier. Donc, pour moi, c'est déjà une réussite. Mais j'aurais aimé un petit peu plus. Je peux te dire une autre mention à ce moment-là. Vas-y. Je sais pas si tu l'as vu. Moi, c'est justement, ça me prend quand même au moins un film d'A24. Puis c'est The Green Knight, le Chevalier Vert, que j'ai visuellement super beau. Mm-hmm. C'est vraiment plus comme un conte, un peu beaucoup, tu sais, comme une leçon cachée là, derrière tout ce qui se passe avec un héros qui est un petit peu stupide quand même, là, sans être une comédie. Fait que c'est intéressant de voir ça, que c'est pas nécessairement le valeureux qui va venir à bout de tout, mais c'est plus le fils de riche et de royauté. Fait que il a pas le choix de se prouver. Fait que il fait son mieux dans cette espèce de quête, c'est ça, mythique. J'ai vraiment aimé ce film-là. Là. J'ai juste... il a pas fait le top 5, mais j'ai rien de mal à dire contre ça. Non, moi non plus. Je trouve très efficace, très intéressant. Proposition originale, une réalisation très soignée. Moi, je ne l'ai pas mis dans mes mentions, mais c'est plus une question de goût à ce moment-là qui vient plus nous chercher. Mais non, c'est un film vraiment à découvrir. Je pense qu'il n'a pas eu la place méritée lorsqu'il est sorti au cinéma. Ouais. Avais-tu une autre mention? Ouais, moi, je vais mettre film québécois, Les Oiseaux Ivres. Oui. Qui est un très beau film, évidemment, qui met en vedette Claude Legault, entre autres, et Hélène Florent. J'ai aimé l'histoire où on suit un Mexicain qui arrive au Québec,
qui tente de retracer sa bien-aimée, mais il n'y a pas vraiment d'indice. Il se retrouve sur une ferme où il va travailler un peu en attendant de la trouver. À travers ça, il y a de petites sous-intrigues aussi assez intéressantes. Donc, visuellement, c'était superbe. Vraiment un très beau film, très bien joué. Encore là, une histoire assez originale. Moi, j'avais été bien comblé. Je seconde. Et moi, une autre mention, c'est peut-être, comme je disais précédemment, là, l'effet que c'est un film que j'ai vu au mois de mars. Mais je me souviens que j'avais capoté sur ce film-là. Et comme ça fait souvent le cas, c'est plus comme un film de 2020, fait qu'il était aux Oscars des films de 2020, mais nous, on l'a eu en 2021. Puis c'est Judas and the Black Messiah, avec Daniel Kaluuya et dans le rôle de Fred Hampton. Puis j'ai adoré ce film-là. Mais les films de... Je pourrais mentionner aussi, par exemple, Beans au Canada, qu'il y a eu cet été, que c'est comme les films de... C'est un peu de ségrégation, puis de... voyons, de mettre les gens de côté. Voyons, je cherche... C'est pas homophobie, mais c'est... genre ethnophobie, là. Quand, en tout cas, d'exclusion et tout, là, ces films-là, ça vient vraiment me chercher. Là. C'est quelque chose que, comme, je comprends pas. Là. Je comprends vraiment pas pourquoi on juge puis on discrédite des gens sur, comme, des biais physiques puis des choses comme ça. Là. Fait que, ouais, ça me met hors de moi et tout. Fait que ça me donne vraiment, genre, beaucoup de sentiments puis d'émotions quand j'écoute le film. Puis je peux... Ben, si sont bien... Tu sais, j'en sors un peu fâché. Des films comme Détroit, là, il y a quelques années, puis des choses comme ça, là, c'est quasiment insupportable. C'est plus dur à écouter qu'un film d'horreur, là. Fait que, je sais que j'ai vraiment aimé ça, puis j'aime beaucoup Daniel Kaluuya, là, dans tout ce qu'il fait, là. Fait que, c'était un de ceux... Peut-être, c'est ça, le revoyant, il aurait peut-être fini top 2, là, mais... c'est ça. Fait qu'il est quand même dans mes mentions des films forts de l'année. C'est ça, quoi qu'il était... Il était dans les Oscars, mais j'ai regardé, puis pas mal partout. Il était sorti en février. Là. Nous, on l'avait eu genre en mars, quand les cinémas avaient réouvert. Là. Fait que c'est comme ces films weird-là qui font juste se qualifier comme... ben là, je vais pas sauter trop vite, mais tu sais, Licorice Pizza est pas dans nos mentions parce qu'on l'a pas vu. Puis nous, il va être un film de 2022 quand il va pouvoir prendre l'affiche. J'imagine, dès que les cinémas vont rouvrir, c'est sûr qu'on va avoir droit au Paul Thomas Anderson. Bon, très bon choix. Effectivement, un film qu'on n'aurait pas pensé d'emblée, mais qui mérite assurément d'être vu. Moi, ma dernière mention, je vais aller... tu parlais d'horreur. Je vais aller dans le film d'horreur parce que j'aime bien le cinéma d'horreur. Et ça a été une belle surprise. Et ils auraient pu vraiment se casser la gueule aussi, un peu à la manière de Ghostbusters. C'est A Quiet Place 2. Le premier, j'avais adoré. Là, évidemment, c'est le film avec John Krasinski et sa femme Emily Blunt. Emily Blunt, donc dans un monde envahi par des extraterrestres, mais avec l'ouïe très sensible. Alors, évidemment, on ne peut pas faire de son. Donc, premier film... j'avais rarement vu un film d'horreur comme ça depuis longtemps, là, où j'étais sur le bout de ma chaise, mais c'était tellement bien amené, bien tourné, bien réalisé. Alors de faire une suite, c'était... Fallait pas qu'ils se trompent, mais vraiment, ils ont réussi. C'est Krasinski qui revenait comme scénariste, comme réalisateur. Ils ont réussi à pousser les récits, à l'amener ailleurs. Et la jeune comédienne qui est vraiment sourde dans la vie, elle est fantastique. Donc, Quiet Place 2, moi, c'est dans mes mentions, vraiment. J'adore l'univers qui est mis en place. J'adore Emily Blunt aussi. Toujours bonne dans ce qu'elle fait. Donc, je sais qu'il y a un troisième volet qui s'en vient éventuellement. Donc, j'ai hâte de voir. J'ai oublié, là, parce que tu en parles, mais je sais que ce ne sera pas Krasinski qui va le réaliser. Puis il y a quelqu'un qui est dans le moulin à rumeurs. Là. J'ai vu ça tout récemment dans les nouvelles, mais j'ai oublié c'est qui. C'est le réalisateur de Pig, mais c'est pour un spin-off. Ah, OK. Ouais, fait que ça, on verra bien, mais ils sont supposés de faire un film dans l'univers. Même univers, mais des nouveaux personnages. Ouais, fait que c'est ça. J'avoue que j'avais oublié ce film-là, puis il avait aussi fait très fort là, au niveau box-office, là, parce que tout l'été, on surveillait ça. Là, est-ce que le cinéma va revivre, surtout aux États-Unis puis en Amérique du Nord. Puis il avait vraiment fait un bon premier week-end, là, je me souviens, puis un genre de 60-70 millions. Là. Mais après, tous les autres films ont eu de la misère, là, même Fast and Furious et tout. Là. Mais... c'est un des rares grands succès de l'année. Je trouvais qu'il y avait comme... C'est parce que...
Moi aussi, quand j'ai vu le premier, j'avais le même sentiment que toi. Là. Je trouvais ça comme du génie. Là, en le revoyant, c'est sûr qu'il y a des défauts puis des petits raccourcis scénaristiques, mais tu sais, je l'approuve encore. Puis le deuxième, là, je trouvais qu'il y avait un petit peu plus, peut-être, là, c'est plus frais dans ma mémoire. Je pourrais pas te nommer exactement les trucs, mais en général, j'ai passé un bon moment. Je trouvais que c'était encore efficace ce qu'il faisait. Cillian Murphy était super dans le film aussi, là, qui est un acteur sous-estimé. Mhm. Puis, mais c'est ça, là, je trouvais que la fin était un petit peu trop grandiose, là, peut-être dans la petite station de radio, puis toutes ces affaires-là. Fait on prend tous les éléments, disons, dangereux et qui pourraient mettre en péril, puis on les met comme tous ensemble, là, let's go. Fait que là, c'est un petit peu incroyable, cette affaire-là. Fait que c'est pour ça que je me demande, ben peut-être que ça va faire du bien qu'à ce moment-là, le troisième volet, il y a une petite nouveauté au niveau de la mise en scène, puis tout, ça va peut-être donner des nouvelles idées à ce moment-là. Mais oui, c'est quand même une belle franchise d'horreur, celle-ci. Nos déceptions? Ouais, déception... je peux pas dire que j'avais des très grandes attentes, mais considérant que c'est une franchise qui m'a marqué dans ma jeunesse, je dois mentionner Mortal Kombat. Ah ouais? OK. Je pensais pas que ça serait un chef-d'œuvre, mais... T'espérais mieux. Ouais, ou en fait, je suis déçu aussi que le film ait comme pas marché, parce que c'est un projet de trilogie, puis c'est du monde qui se tapoche, mais c'est le fun de juste créer cet univers-là qu'on a d'habitude de jouer, puis de créer une histoire autour, puis c'est divertissant finalement. Là. Mais le film, je l'ai pas haï, c'est juste que ça s'appelle Mortal Kombat, puis il n'y a pas de Mortal Kombat. On fait juste préparer au Mortal Kombat. Fait que je comprends que leur idée, c'était de dire, OK, dans le deuxième, puis dans le troisième, là, ça va être la grosse affaire, puis tout. Mais le pari audacieux, c'est que j'ai pas entendu comme tel qu'il avait confirmé qu'il n'y aurait pas eu suite, mais c'est pas le genre de nouvelle que tu annonces en grande pompe, là. Fait que tu fais plus glisser ça sous le tapis, puis probablement que ça va mourir là, malheureusement. Fait que c'est comme, encore une fois, il y avait eu les films dans ma jeunesse. Il avait refait une série télé à un moment donné que j'ai pas suivi, mais qui a eu un certain succès. Fait que je pense pour ça qu'ils ont dit, OK, on le réessaye au cinéma. Puis là, finalement, dur de faire de quoi. Mais tu sais, les jeux vidéo au cinéma, c'est très rare que ça se passe bien, là. Fait que, bref, c'est ça. J'avais pas des grandes attentes, mais j'aurais aimé que ça construise quelque chose qu'on aurait pu aboutir, disons. Ouais. Moi, ma grosse déception, c'est un film de super-héros. Pas de Marvel, mais de DC. C'est Wonder Woman 1984. OK, je l'ai même pas vu. Écoute, le premier Wonder Woman avait été une belle surprise lorsque c'était sorti. Et je pense que c'est un des films les plus forts de l'univers de DC Comics. Écoute, déjà de mettre un super-héros à l'époque de la Première Guerre mondiale, tout ça, dont tout le contexte de l'histoire était super original, super intéressant. Et la chimie entre Gal Gadot et Chris Pine était incroyable dans le premier film. Donc, tous les éléments étaient là pour cette suite qu'on mettait dans les années 80. J'étais comblé. Étant un grand fan encore des années 80. Mais écoute, le Jello a juste pas pris dans ce film-là. C'est pas très bon. L'histoire est pas si intéressante que ça. Le méchant, quand même joué par Pedro Pascal, est vraiment poche. Les effets de CGI de Cheetah ont l'air audacieux. La bande-annonce puis les extraits que j'ai vus. C'est plus ou moins réussi. Écoute, c'est un film qui est long, qui est lent, qui n'a pas de temps d'action. Et même le fait de ramener Chris Pine dans l'histoire, c'est un peu creepy, c'est un peu étrange. Donc, fait que ça a été vraiment... j'espérais tellement mieux de ce film-là. Donc, puis j'écoutais, puis je me rappelle d'être là, puis je disais, voyons, c'est donc pas bon, là, ça marche pas. Fait que ça, c'est ma grosse déception. J'aurais aimé tellement que ce soit meilleur que ça. Je compatis. Peut-être, je vais sûrement finir par l'écouter à un moment donné, là, un samedi matin chez nous. Moi, une autre déception, c'est une franchise de comédie qui me plaît beaucoup et que les référents font partie de mon vocabulaire quotidien. Puis c'est le OSS 117. Ouais, OK. Fait que, tu sais, même principe de déception, ça veut pas dire que c'est un échec. Si vous avez aimé le film, tant mieux. C'est juste que moi, il m'a laissé pantois un peu, là. Je trouvais que les blagues m'ont pas fait rire tant que ça. J'aimais beaucoup qu'il ait mis Pierre Ninet aussi dans le film comme un deuxième agent. C'est 1001, je pense. Puis tu sais, qui a une rivalité un peu entre les deux, mais
je trouve aussi le film amené s'en débarrasse comme rapidement d'un gag. Bon, on n'a plus besoin. Il y a comme... C'est ça. Je m'attendais à plus, mais c'est quand même ramener un élément 10-15 ans après... pas 15 ans, là, mais 10 ans peut-être après le dernier film. Ça pouvait sentir le réchauffer un peu. Là, fait que, c'est ça. Il y a des trucs bien, mais je trouvais que dans le scénario, c'était un peu sans queue ni tête. Là, comment ça se concluait rapidement. Puis c'était un peu bâclé et tout. Fait que... Ouais, bref, c'est ma déception. Il fera pas partie, je pense, de... Je vais pas aller l'acheter en DVD, puis je vais pas retenir des phrases de celui-là là, dans mon langage. Ouais, je suis un peu d'accord. On sent que c'est l'élastique qui s'étire un peu, là, puis qui pète pas, là, mais tu sais, c'est ça. C'était pas un volet nécessaire. Absolument. Puis, tu sais, malheureusement, comme plusieurs de ces franchises-là, qui avaient été mis en chantier bien avant la pandémie, j'ai l'impression que la pandémie aura eu raison d'eux. Fait que là, il est sorti, mais là, les salles, ça va moyen. Fait que là, le film n'a pas marché pantoute. Peut-être que ce qui l'a pas aidé, c'est que dans le même été, il y avait Kaamelott. Ouais. Au Québec, ils sont sortis à comme 2 semaines d'intervalle. Peut-être ça a coupé l'herbe sous le pied parce que OSS était annoncé depuis un bon bout. Puis Kaamelott, ça a été... il n'y avait pas de distributeur, ça s'entendait pas. Peut-être qu'il demandait trop cher vu le prix de la franchise, je sais pas. Puis là, paf, ça s'est décidé, puis il est sorti, je pense, 2 semaines après OSS ou un peu avant, juste un peu après, je pense. Fait que, ça l'a comme... ça n'a pas dû l'aider, là. Fait que je pense même en France, c'est ça. Fait que c'est le genre d'affaire qu'on fait, bon, ben je pense qu'on a pressé le citron, puis on passe à autre chose. Kaamelott, moi, c'est une série que j'écoute pas, là. C'est pas un film que j'ai vu. Fait que je l'ai nommé là parce que je me souviens du contexte, mais j'ai pas d'opinion, j'ai pas vu, j'ai pas suivi ça. Je suis pareil. J'ai fait un de ceux qui n'a pas plongé dans cet univers-là. Pourtant, ça aurait tout pour m'intéresser, mais... Faute de temps, un moment donné, puis là, j'ai comme pas le goût de me rattraper et tout ça. C'est ça qui arrive. Des fois, le truc, tu fais, je pense que tu connais, puis ça serait intéressant, mais là, c'est sûr, des épisodes de 7 minutes, là, mais à la fin, c'est des demi-heures, là, mais il y en a quand même 100, là, fait que c'est plusieurs heures d'écoute, là, fait que je suis comme, non, là, je vais aller écouter 3 autres films, 4 autres films, plutôt que me taper tout ça. Je vais retourner voir Ghostbusters à la place, ou Spider-Man. Voilà. Fait que, est-ce que tu avais d'autres choses à Non, moi, ça fait le tour pour cette année 2021. Ben, je pense que la semaine prochaine, alors justement, ce qui serait d'office, c'est de parler des films attendus de 2022. Bien sûr. C'est sûr qu'on vous reparle de Licorice Pizza à ce moment-là, mais de plusieurs autres au Québec, quelques-uns à l'international, américains. Qu'est-ce qui sera... ça sur quoi on a de grosses attentes. Donc, peut-être qu'ils seront dans nos tops de déception de 2022. Il y a de bonnes chances qu'il va sûrement avoir un titre ou deux. Ben oui, fait qu'on va vous revenir la semaine prochaine avec nos attentes pour 2022. Ces films-là qu'on attend impatiemment. Voilà. Alors, d'ici là, n'hésitez pas à nous écrire aussi, comme d'habitude, par courriel balado au singulier @monciné.ca. Et voilà. Bon rattrapage 2021 à la maison d'ici à ce qu'on puisse se revoir en salle. Et bonne semaine!